Oui, alors bonjour à tous. Je vais rapidement me présenter. Jean-Michel Schaeffer, je suis le président d'Envol. Donc, c'est l'association qui regroupe les partenaires de la filière volaille de chair. Donc, ce matin, en conférence de presse, notre objectif, c'est de vous présenter, comme ça a été bien posé sous forme de questions, quel poulet pour le consommateur français de demain, avec quand même une pression forte, hein. Un poulet sur deux qui est actuellement importé en France, ça fait beaucoup. Donc autour de moi, vous allez vous retrouver Éric Cachan, Jean-Yves Ménard et Gilles Hutpin. On va vous faire une présentation de notre interprofession très rapidement, de la filière française, de l'état de la consommation, de notre modèle d'élevage également, en comparaison. Et ensuite, on va également partir sur le poids des importations, sur les démarches que la filière entreprend, et pour finir avec un échange entre vous, avec une conférence de presse qu'on a volontairement voulu tourner autour du consommateur. On a beaucoup de débats autour des attentes citoyennes, et le message fort qu'on voulait vous donner, c'est que la filière, les réponses qu'elle donne, c'est aux consommateurs. Et c'est pour ça qu'on voulait vous faire une présentation très détaillée avec mes collègues ce matin et échanger avec vous tout à l'heure. Donc je vais donner la parole à Eric, qui va démarrer par les présentations de l'association et de différents éléments de la filière. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Donc Éric Cachan, président du SINALAF, donc syndicat national des labels avicoles français. Donc un petit temps pour vous présenter l'interprofession qui œuvre depuis 3 ans pour valoriser le modèle de l'aviculture française. Je dirais les modèles, je vais y revenir, avec la diversité de ces modes de production, et qui, là aussi Jean-Michel l'a dit, qui a comme ambition notamment de lutter contre l'importation. Alors cette interprofession, elle a été créée en s'appuyant notamment sur 4 comités, 4 interprofessions qui existaient déjà au préalable. Donc le CIPC pour le poulet de chair, le CIDEF pour la dinde, le SICAR pour le canard à rôtir, le CIP pour la pintade et le SINALAF pour les volailles de qualité, sous signe officiel de qualité. Donc à ces comités se sont ajoutées donc 6 familles professionnelles représentant toute la filière depuis l'amont jusqu'au distributeur. Donc je vais commencer par le SNA, donc le collège des accouveurs. Ensuite, donc, pour la production, pour les éleveurs, donc 3 syndicats, donc l'ACFA qui est un syndicat, qui est le syndicat largement majoritaire dans la profession, et à côté donc la coordination rurale, la Confédération paysanne. Donc pour la nutrition animale, donc on retrouve deux syndicats, à la fois pour la coopération et pour les privés, donc le SNIA et COP de France Nutrition Animale. Dans cette filière, les organisations de production sont importantes. Donc 2 syndicats sont regroupés au sein du collège donc des organisations de production pour le COP de France Aviculture et l'AOPV. Enfin, donc, s'ajoute à cela les abattoirs, bien sûr, qui sont nos partenaires aval, qui commercialisent nos volailles. Donc, avec au sein de ce collège, les abattoirs au sein de la FIA et du CNADEV, mais aussi les grossistes, donc avec le FNSCOPA. Et enfin, le dernier maillon qui entre petit à petit dans les interprofessions, et nous on l'a intégré dès le début, donc le maillon de la distribution et de la restauration, donc avec la FCD, la FCA pour les GMS, Restoco, SNRC pour la restauration collective, et puis la Confédération des bouchers. Donc on a voilà une filière représentée par une interprofession dite longue, où tous les maillons de la profession sont représentés, et une interprofession qui travaille de façon assez efficace depuis 3 ans. Ça marche pas, voilà. Donc je reviens sur la question qu'a posée Jean-Michel sur le premier slide. Quel poulet pour demain? En tant que président du SINALAF, je serais tenté de dire le poulet de demain, c'est le poulet fermier, évidemment. Moi, je représente les poulets fermiers, les poulets label rouge, les poulets bio. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce poulet représente aujourd'hui un élément pour les consommateurs qui répond à toutes les attentes sociétales. On coche aujourd'hui pratiquement toutes les attentes sociétales exprimées par certaines ONG, par les consommateurs, etc. Donc aujourd'hui, que ce soit en matière de bien-être animal, d'environnement, etc., le label rouge devrait avoir une croissance à 10% par an, et le bio également. Ce n'est pas le cas. Donc je suis frustré, mais je suis frustré pour l'ensemble de la profession, parce qu'à côté de cette volaille fermière, il y a de nombreux modèles de production qui répondent eux aussi aux attentes sociétales, mais qui malheureusement sans doute ne les expriment pas suffisamment.
Mais en tout cas, cette frustration et cette incohérence qu'il peut y avoir entre les attentes des citoyens et ce qu'expriment les consommateurs quand ils font leurs achats est révélateur, effectivement, de cette incohérence qui existe entre le citoyen et le consommateur. Alors, on nous dit que c'est à cause du pouvoir d'achat. Moi, je suis tenté de dire que c'est peut-être aussi à cause du vouloir d'achat. Est-ce que les consommateurs font bien les bons choix? Aujourd'hui, un poulet fermier, et ça vaut encore plus pour un poulet standard, un poulet fermier, c'est 1,50 € par portion quand on prend la peine de le cuire. Donc voilà, aujourd'hui, on a une diversité, et ça apparaît sur ce slide, on a une diversité de production qui pour moi, représente l'excellence française, qui est une excellence qui nous est enviée de partout dans le monde. Les pays, alors évidemment depuis quelques mois, ils ne viennent plus, mais les pays du monde entier viennent voir cette excellence française, viennent voir la diversité de nos productions. Donc avec notamment un quart de la production qui est sous démarche qualité, label rouge, bio ou CCP, et puis toute cette diversité d'espèces qui sont présentes dans nos élevages, qui aujourd'hui sont en capacité de répondre à toutes les attentes des consommateurs, à tous les budgets et à toutes les occasions de consommer. Donc vraiment, on a là une excellence, et je ne comprends pas, et on compte sur vous notamment pour porter nos messages. Cette production aujourd'hui, elle devrait répondre beaucoup mieux aux attentes des consommateurs qui malheureusement ne sont pas tout à fait au rendez-vous, mais on reviendra dessus. Donc une filière également qui présente, outre les vertus que je viens de citer en matière d'environnement, de qualité sanitaire, de traçabilité, de nutrition, etc., tous les atouts de cette filière française au travers de sa diversité. En plus de cela, c'est une filière qui génère beaucoup d'emplois, 100 000 emplois, qui sont répartis sur tout le territoire, qui font vivre nos écoles, qui font vivre nos commerces dans les petits villages, et ça c'est très important. Donc 100 000 emplois, dont 34 000 dans les élevages, et voilà, on a calculé qu'un élevage représentait environ 8 emplois en France. Gilles tout à l'heure vous présentera ce qui se passe en Pologne ou en Ukraine, vous verrez qu'on n'est pas du tout sur le même modèle. Donc voilà, encore une fois, j'insiste là-dessus, on a une particularité en France qui existe nulle part ailleurs dans le monde, nulle part ailleurs en Europe, une production très diversifiée qui s'appuie en particulier sur des productions plein air. Aujourd'hui, 20% de la production est élevée en plein air, donc avec des parcours, donc les volailles peuvent aller sur ces parcours, mais encore une fois, ce n'est pas la réponse unique aux attentes des consommateurs, on le sait très bien, certains n'ont pas les moyens d'acheter ce poulet qui est élevé en plein air, mais en tout cas, il y a cette richesse en France, et c'est bien quelque part unique en Europe, puisque dans les autres pays, on est à moins de 5%, voire pour certains pays en dehors de l'Europe, encore moins de 2 ou 3%. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, avec cette diversité de production et avec ces élevages en plein air, on a déjà des réponses pertinentes aux attentes des consommateurs, et la production standard est en train d'évoluer, ça va vous être présenté par la suite, est en train d'évoluer pour répondre encore mieux aux attentes des consommateurs et des citoyens. Donc voilà, franchement, on est en ordre de marche pour aller encore plus vers les attentes citoyennes. Et je passe la parole à Jean-Yves. Alors, on est autorisé à enlever le masque pour parler seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont à distance. Quelques mots donc sur la. Donc, je suis président du CIPC. Donc, pour continuer les propos d'Éric, donc quelques mots. Donc, alors, je me dirige vers où? Voilà, je suis revenu en arrière. C'est parti. Voilà. 2020, donc les Français confirment, je dirais, leur goût et puis leur désir de consommer plus de volailles. Ceci dans un contexte atypique, hein, bien sûr, on le connaît, le contexte, c'est celui de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Mais c'est aussi un contexte, alors peut-être que la crise de la Covid amplifie les choses, mais c'est un contexte, je dirais, où on met de plus en plus en exergue les attentes sociétales à tout niveau. Bien sûr, on parle du bien-être animal, mais on peut aussi parler d'environnement, etc. On voit les projets de loi apparaître, etc. Il y a tout un contexte, je dirais, qui rend l'année 2020 complètement atypique, malgré que les consommateurs, je dirais, gardent leur goût et leur envie de consommer de la volaille. Alors, on vous a remis sur ce graphique, je dirais, 15 ans de consommation de la filière volaille, donc depuis 2005 jusqu'en 2020. Et on voit bien, je dirais, la particularité de l'année 2020, hein, puisque
La consommation, c'est la ligne rouge, je dirais, de la restauration hors domicile. Sur une base 100 en 2005, elle est montée à 130. Et puis, tout s'arrête au mois de mars dernier, hein, ce qui fait qu'on a une chute de cette consommation en restauration hors domicile. À l'inverse, on avait une consommation, je dirais, au niveau de la GMS, bon an, mal an, qui était assez flat. Hein, on restait sur la base des 100%. Et là, les gens qui ne consommaient plus hors domicile, je dirais, se sont mis à acheter plus de poulet dans les magasins. Et notamment un chiffre qu'on a en tête, hein, c'est plus 5,9% de consommation, je dirais, à domicile. Sachant qu'on sera quand même largement impacté par la baisse de consommation RHD, hein, et l'ensemble de la consommation est estimé, hein, on va vous donner quelques chiffres estimés sur l'ensemble de l'année 2020, est estimé en retrait de 1,1%, je dirais, pour cette année 2020. Donc des évolutions malgré tout contrastées selon les espèces volailles. Rien de particulier, je veux dire, sur la filière poulet. Hein, on est à 0,01% d'augmentation. Un commentaire sur les 2,3% que l'on met ici de la filière dinde, c'est lié, je dirais, à des mises en place de la fin d'année 2019. Donc on a abattu les dindes qui étaient dans le circuit. Elles ont été consommées, elles n'ont pas généré plus de stock. Hein. Donc il y a un plus 2,3%. Attention, on pense que ce chiffre en fin d'année sera plutôt de l'ordre de 0%, puisque sur le deuxième semestre, la consommation de dinde, je dirais, marque le pas. Hein. Et puis la filière canard, alors c'est toujours difficile d'appréhender la filière canard, parce que dans les statistiques, on a toujours les chiffres de la filière canard dite maigre, hein, gérée par le SICAR, mais on a aussi dans nos statistiques les chiffres de la filière gras, et ça c'est le CIFOG qui s'en occupe. Globalement, on est en retrait de 16% sur la consommation de canard, globalement. Mais les chiffres que l'on a, nous, au niveau de la filière du canard à rôtir, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, mais je vous donne le chiffre parce qu'il est important. C'est quand même une diminution depuis le début de la crise Covid chez nos éleveurs de canards à rôtir de l'ordre de 30% de chiffre d'affaires. Hein. Ce chiffre est important parce que c'est des gens qui ont fait des investissements très spécialisés. Un bâtiment pour faire du canard à rôtir ne peut pas faire d'autres productions. Donc là, ils subissent de plein fouet, je dirais, cette crise du canard. Et puis, on reprend un certain nombre de chiffres. Hein. Globalement, quand on regarde l'histogramme, c'est pratiquement 70% de la consommation de volaille, c'est du poulet. C'est bien l'espèce, je dirais, qui tire le marché. Hop. J'hésite toujours à cliquer 2 fois. Alors, le poulet, et notamment la découpe de poulet qui tire ce marché, hein, puisque globalement, sur l'année 2020, on voit bien, on l'a vu, le chiffre de pratiquement 6% tout à l'heure, hein, c'est la découpe de poulet qui tire le marché. On vous a mis sur le côté, là, voilà, je cherchais, les évolutions de consommation. Et là, on est sur la période des 7 mois 2020. Hein, donc, voilà. On a ici les élaborés, le poulet pack, les découpes de poulet qui tirent leur marché, on l'a vu tout à l'heure. La dinde, avec le commentaire que j'ai pu faire. Le canard, attention ici, parce qu'on est sur les 7 premiers mois de l'année. Et encore une fois, c'est la GMS qui a fait qu'on a vendu plus de canards. Mais il y a beaucoup de magrets là-dedans, je dirais, issus de la filière gras. Hein. Donc faisons attention à ce chiffre de 5,6% parce que c'est essentiellement la filière gras qui l'a tiré sur les 7 premiers mois. Hein. La pintade, là on voit, je dirais, une diminution de pratiquement 15% de la consommation de pintade. Là on est très inquiet et on a une situation qui devient dramatique, je dirais, au niveau de cette filière pintade. Puisque c'est une filière qui génère des volumes, certes,
mais pas des volumes très importants. Et ça remet en cause, je dirais, tout l'amont de notre filière. Alors, pas la nutrition animale, parce qu'ils sont multi-espèces, mais tout l'amont au niveau de la couvage, au niveau des reproducteurs, etc. Là, on commence à être sur des volumes qui fragilisent, je dirais, cet amont de la filière pintade de façon très importante, au point de se poser la question, je dirais, de la pérennité de cette filière dans le temps. Hein. Donc, on est très soucieux, je dirais, de ces filières-là, canard à rôtir, pintade, mais on l'a vu aussi tout à l'heure, les pigeons, les cailles, etc. Je vous montrerai un slide. On est très soucieux de ces espèces-là. Voilà. Tout ça génère... Alors, on ne va pas crier cocorico, loin de là, parce que Gilles reviendra sur ces chiffres. Mais globalement, les 7 premiers mois de l'année, on a moins importé de volailles qu'avant. On est en train d'améliorer, je dirais, notre chiffre d'importation de volailles. Mais tout ça, c'est artificiel, totalement artificiel. Et on va essayer de vous donner quelques éléments de repère. Là, on vous a remis, je dirais, le bilan 2019. Donc, ce qu'on va retenir, c'est une consommation 2019, et on vous l'avait indiqué, je dirais, de pratiquement plus de 2%. Donc, ça, c'est quand même la locomotive, je dirais, de notre filière, la consommation, mais qui se traduit par, je dirais, une importation de viande en hausse de 1,5%, une diminution de nos exportations et globalement une diminution de notre production. Et puis vous avez, je dirais, les variations espèce par espèce. Mais si on caractérise l'année 2019, c'est plus de consommation avec plus d'importation, moins de production et moins d'exportation. Hein. On a repris dans le tableau suivant, je dirais, tac, je me suis trompé de flèche. Voilà, je vais y arriver. On a repris dans le tableau suivant les 7 mois de l'année 2020. Et là, on a une consommation apparente, je dirais, en retrait. On a des imports de viande en retrait de 7%, mais on ne crie pas cocorico, très loin de là. On a des exportations de viande qui ont moins bien fonctionné, moins 15%, et globalement, on a toujours un retrait de la production de l'ordre de 1,6%. Hein. Donc, ne nous réjouissons pas de ces chiffres, ils sont atypiques, hein, et liés, je dirais, aux modes de consommation qui ont changé, à la fragilité des petites espèces, etc., etc. Il y a une question. Excusez-moi. Oui. Que la conso était en recul de 1,4% sur les 7 premiers mois de l'année. Dans le tableau, je vois plus 1,9% dans le précédent tableau. Oui, mais c'est l'année 2019. Ah pardon, excusez-moi. Okay, c'est l'année 2019. Les 1,4, on les retrouve bien là sur les 7 mois 2020. Ah. Non, mais je vous en prie. Hein. Donc voilà, et puis on voit, je dirais, la fragilité au niveau des filières canard, je dirais, et pintade, hein, puisqu'on a ici, je dirais, des consommations. Ben, on retrouve les 16% de la filière canard, et puis la filière pintade, on sait qu'elles sont, je dirais, les chiffres sont pas connus, mais très largement en retrait, sans doute de l'ordre de 20 à 25%. Donc voilà, je passe pour juste un slide sur le prix moyen de la viande de poulet rendu Pays-Bas et Allemagne. Hein, vous voyez, alors on est tenté de faire comme commentaire que le poulet polonais se rapproche des pays tiers. Tout ça, ça mérite aussi quelques éléments de compréhension. Gilles pourra en parler largement aussi bien que moi. Les Polonais ont continué de produire, ont généré beaucoup de stocks. Leurs marchés se sont fermés sur la Chine, sur un certain nombre de pays d'Asie, etc. Donc, ont généré encore plus de stocks. Et grosso modo, pour faire rapide, les Polonais veulent malgré tout sortir de la marchandise. Et pour sortir de la marchandise, ils baissent le prix. Ce qui fait qu'il arrive, je dirais, à des niveaux
de prix que l'on connaît sur d'autres bassins de production, mais Gilles y reviendra, que sont l'Ukraine, le Brésil, la Thaïlande, etc. Alors, j'en ai largement parlé, juste quelques repères sur ce qu'on met, nous, dans nos filières en difficulté, hein, parce que autant le poulet, on va dire, bon, ok. La dinde, vous avez vu un premier semestre favorable, un deuxième semestre qui va sans doute, je dirais, faire en sorte que la dinde finira à zéro. Par contre, parce que ces petites espèces sont essentiellement consommées en restauration domicile et notamment dans les restaurants, hein, voilà. Les restaurants étant fermés, ben, nos canards à rôtir, nos pintades, nos cailles, nos pigeons, etc. ne se sont plus vendus et ont généré des stocks très importants. C'est plus de 12 000 tonnes de canards à rôtir, c'est 1300 tonnes de pintades. L'impact, je l'ai donné tout à l'heure, pour ces espèces-là, en particulier le canard, c'est de l'ordre de 30% de moins de chiffre d'affaires pour les éleveurs. Une totale fragilité, je dirais, de la filière pintade, parce que c'est des petits volumes. Et là, tout l'amont, comme je l'indiquais tout à l'heure, est fragilisé, tant au niveau des éleveurs que des accouveurs. Et bien sûr, la plus fragile de toutes, c'est la filière pintade. Voilà, je passe la parole à Gilles qui complétera mes propos un petit peu sur la partie importation et puis qui va continuer la discussion. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Gilles Hutepin, je suis vice-président de la FIA. Alors, on va aborder un sujet que j'aime bien particulièrement parce que souvent, sur les plateaux de télévision, de la part des hommes politiques comme de la part de nos concitoyens, il est peu abordé parce qu'on dit manger, produire des produits de qualité en France et tout. Mais je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. La première chose, c'est qu'en 1945-50, à la sortie de la guerre, 50% du budget des ménages était consacré à l'alimentation. 2000, 20-25%. Actuellement, on est à 12 à 15 selon les études. Ça, c'est la première notion qui est peu abordée. La deuxième notion, s'il vous plaît, merci. Elle est la suivante. C'est que, vous pouvez aller voir sur les statistiques, le PIB moyen par Français, il est aux alentours de 30 000 €. Alors certains, on part de 35 000 $, je vous fais grâce à 1 000 € près. Nous supposons que dans un couple, l'homme et la femme travaillent, ce qui fait 60 000 €, et nous supposons qu'ils ont chacun 2 enfants, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne de la fécondité française. 60 000 € par 15% égale 9 000 € par an. Divisé par 12 mois, et j'arrondis, ça fait 800 € par mois. Parce que 800 par 12, tout le monde va vite faire le calcul que ça fait 9 600 €. 800 par 4, ça fait 200 € par mois et par personne. Divisé par 30 jours, ça fait 7 €. Alors accordez 8, accordez 9. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et le meilleur moyen qui a révélé ce calcul, c'est pendant le Covid. Qu'est-ce qu'on a vu pendant le Covid? On a vu les familles les plus pauvres avoir énormément de mal à nourrir chez eux parce qu'il n'y avait plus les cantines ou la restauration sociale. Avouez que c'est peu abordé et moi je souhaite qu'aujourd'hui, parce que ce 7 à 9 € par jour va expliquer beaucoup de choses. On y va, on continue. Arnaud, merci. Je rappelle ce qui a été rappelé précédemment par Jean-Yves Ménard et Éric Cachan, 25% en 2000, 40% en 2010, 45%. M. Narcy a été très gentil parce qu'il aurait pu mettre 90, c'était seulement un poulet sur 10 qui était importé en 90. C'est pas si longtemps que ça. Alors c'est vrai que j'ai peut-être un peu d'âge et que certaines générations n'étaient pas nées. On y va. Aujourd'hui, on est à 45%. On vous a démontré que grâce au Covid, ou à cause du Covid, mais je vais dire pour notre profession, grâce au Covid, les importations ont baissé. Je rassure tout de suite tout le monde, les importations sont reparties. Aussi bien du Brésil, même si c'est un peu moins sur les statistiques, parce que les Polonais ont produit, les Polonais, les Roumains, un certain nombre de pays sont aujourd'hui en excédent. On continue. Ça fait partie des accords européens, ces importations brésiliennes. Là aussi, c'est peu abordé. La volaille, c'est 1 200 000 tonnes d'import par an de pays tiers. Qui sont les pays tiers? Brésil, Mexique, Argentine, Thaïlande.
Comparé à la viande bovine qui a fait beaucoup parler d'elle au moment du Mercosur, c'est que 300 000 tonnes. Comparé à la viande ovine et caprine, c'est seulement 200 000 tonnes. Et la viande bovine, la viande porcine, c'est 50 000 tonnes. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, à chaque fois que je vois un commissaire européen prendre sa valise pour aller vendre les voitures de Mme Merkel dans un pays tiers, je sais à chaque fois qu'il nous ramène du poulet. Et c'est assez préoccupant. Parce qu'à chaque fois, on pousse. On continue. Alors, quel est notre modèle d'élevage? Parce que aussi, on a un autre problème, c'est l'accessibilité par nos concitoyens, merci, des fermes. Là, vous avez un style de ferme, que ce soit en volaille du quotidien ou en label ou en bio, c'est des exploitations avec 2-3 poulaillers, c'est-à-dire 40 000 poulets par élevage. 40 000 poulets par 6 ou 7 bandes, ça fait aux alentours de 280 à 300 000 poulets par an. On dit « Ah, c'est énorme, c'est un scandale ». Regardez, actuellement, la presse s'est fait l'écho de certaines associations qui sont contre ces élevages. Des élevages qui font vivre 1 à 2 personnes en foyers familiaux, avec de la lumière naturelle. Ensuite, on voit que ces bâtiments, merci, c'est plutôt avec une intégration paysagère, aujourd'hui en lumière naturelle, voire en jardin d'hiver. Face à qui on est, nous, notre modèle français? On est face à ce modèle-là. C'est qu'on est face à des modèles où, en Ukraine, c'est 2 millions de volailles. Je vais vous le démontrer. En Union européenne, c'est 3 fois plus. Les Polonais, de moyenne, ce n'est pas 40 000 poulets, c'est 120 à 150 000 par exploitation. On est face à ces concurrents-là aujourd'hui. Alors, quand on nous parle d'autonomie alimentaire, qu'on nous dit qu'il faut acheter français, bah forcément, on ne va pas avoir les mêmes prix de revient. Et regardez, je vous ai mis la Pologne après. D'abord, excusez-moi, je vous ai mis la Pologne après, ici, avec l'Italie, et puis je vous ai la Malaisie ou le Brésil. Ils n'ont pas du tout les mêmes coûts. Ce n'est pas du tout les mêmes poulaillers. Et on sait très bien qu'au Brésil aujourd'hui, récemment, ça a été démontré par la Commission européenne, que tout ce qu'on a importé du Brésil, il y avait des taux de salmonelle importants, voire des consommations nettement supérieures d'antibiotiques. Et Anne Richard reviendra tout à l'heure sur les efforts qui sont faits par la filière. Mais regardez, spécialement en Ukraine, qui est notre premier concurrent, c'est qu'on a des fermes de 1 800 000 poulets. Alors vous allez me dire, attendez, 1 800 000 poulets. Vous voyez tous les petits ronds rouges là? Ce n'est pas un poulailler, c'est une ferme comme ça. C'est une ferme-usine comme ça. Là, vous en avez 2. Là, vous en avez 4. Comment c'est à l'intérieur? À l'intérieur, c'est en noir, dans le noir. C'est absolument pas la lumière naturelle. C'est absolument pas du label. Ça, c'est la production ukrainienne. Et donc, aujourd'hui, on se bat face à ces gens-là. Donc, quand on nous dit la souveraineté française, elle va coûter plus cher, ou elle coûte plus cher? Et là, on arrive à la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un filet de poulet ukrainien à 2,40. Je rassure, on est inférieur aujourd'hui. On parle de 1,80 à 2. Et nous, on a des prix de revient à 4,80. D'où l'origine volaille française. Mais quand vous rapprochez ça, et j'en ai fini, du premier slide sur l'angle d'achat qui est peu abordé, des 9 € par jour et par personne en France, de moyenne, c'est sûr, il y a une partie de la population qui a un pouvoir d'achat supérieur, mais de moyenne, c'est ça, vous vous posez la question. Et là, je reprends l'expression qu'Éric Cachon a dit, le citoyen, il veut du bien-être, des poulaillers intégrés, il veut des petites fermes et ainsi de suite. Et le consommateur, lui, il veut du prix parce qu'il n'a que 9 €. Je vais maintenant passer la parole à Anne qui va vous en dire un peu plus. Donc, bonjour à tous. Face à cette situation, que fait la filière française? Alors, la filière française, elle part d'un constat, et ça a été dit largement depuis le début des présentations. Le citoyen français, 9 Français sur 10 disent qu'ils veulent acheter de la volaille française quand on les interroge. Et ça, c'est des sondages que nous avons faits avant la période de la Covid. Et on constate que pendant cette période, finalement, l'attente de souveraineté de produits français s'est encore accentuée. Donc, on devrait se dire, cocorico, les gens vont acheter des produits français. Or, en fait, on retombe dans ce problème de cohérence entre le citoyen qui veut acheter français et le consommateur qui regarde son porte-monnaie et qui, au final, achète les produits qu'il peut acheter compte tenu de son pouvoir d'achat. Alors, face à cette situation, que peut-on faire en tant que filière?
On a deux enjeux majeurs pour essayer de répondre à ce consommateur, c'est d'essayer de voir comment on peut lutter contre les importations. Et en parallèle, on ne peut pas occulter quand même cet élément, voir comment on va répondre aux attentes sociétales. Donc vous comprenez qu'on est face à un dilemme compliqué, c'est d'arriver à faire un poulet ou une volaille qui répond aux attentes sociétales et qui reste à un prix accessible pour l'ensemble des consommateurs. Donc, vous voyez un peu la complexité de la chose. Donc qu'est-ce que propose la filière ? Eh bien, la filière, en fait, elle s'est donné des objectifs dans le cadre d'un pacte qui s'appelle le pacte Ambition en vol 2025, donc de reconquérir des parts de marché sur les imports et de répondre aux nouvelles attentes. Et dans ce cadre-là, on s'est fixé 6 grands objectifs que nous avions élaborés avant la période de la Covid et qui sont d'autant plus d'actualité finalement après. Donc voilà les engagements sur lesquels nous avions tablé en début d'année et que nous poursuivons. Donc le premier, c'est d'essayer de répondre à toutes les attentes du marché. C'est-à-dire qu'on va essayer, au travers du développement de la production, d'offrir bien sûr du poulet plein air, ça a été très bien dit avec Eric, pour tous les consommateurs qui pourront acheter ces poulets-là, qui sont à un prix plus élevé, mais aussi des poulets standards, en faisant évoluer finalement les systèmes de production standards. Juste pour que vous ayez une petite échelle dans la tête, il faut que vous sachiez que quand un poulet standard vaut 1, un poulet label vaut 2 fois plus cher et un poulet bio vaut 3 fois plus cher. C'est juste pour que vous ayez cette échelle de prix dans la tête. Et un poulet importé, il vaut moitié moins cher que notre poulet standard. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer un peu les gradients de prix. Donc, c'est un challenge pour nous, mais on se fixe quand même pour objectif d'essayer de répondre à toutes les attentes du consommateur, quel que soit son portefeuille, j'ai envie de dire. Du coup, on va faire une chose importante, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer les bâtiments d'élevage. Et à horizon 2025, 50% des volailles de chair françaises auront accès à la lumière naturelle. Ça veut dire la chose suivante, il y en a 20% qui seront en plein air, parce qu'on table sur le fait qu'on aura du mal à aller au-delà de 20% d'ici 5 ans, compte tenu de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et on a 30% des volailles standards qui seront donc dans des bâtiments, des poulaillers, dans lesquels on aura mis des fenêtres et qui seront aussi enrichis en perchoirs et en différents éléments pour favoriser le bien-être. Mais vous constatez que dans cette situation-là, on va quand même garder des bâtiments standards classiques parce qu'on a quand même besoin d'offrir à un certain nombre de consommateurs un poulet qui va rester à un prix très accessible. Le deuxième engagement que nous prenons, c'est d'auditer 100% des élevages. Alors, sur leurs pratiques, du coup, il y a 2 outils qui ont été mis en place par la profession. Il y a un outil d'audit complet qui s'appelle EVA, qui permet de contrôler tous les éléments d'une exploitation, la biosécurité, les éléments environnementaux, le bien-être, les aspects sociaux, c'est-à-dire est-ce qu'on respecte le droit du travail, etc. etc. Donc cet outil, il permet en fait d'évaluer les exploitations chaque année, de vérifier que les éleveurs sont en phase avec toutes les attentes. Et on le complète par un deuxième outil qui s'appelle Eben, qui permet de donner un focus sur les aspects bien-être animal, qui va permettre aux éleveurs d'évaluer vraiment le comportement de leurs animaux dans les bâtiments, dans les poulaillers, et de vérifier les points, ou de voir les points à améliorer pour améliorer le bien-être de ces animaux. Et ce, quel que soit le système de production. Et j'insiste, parce qu'on estime qu'il peut y avoir des poulets qui sont menés de façon extrêmement bien dans tous les systèmes de production. Et le premier résultat que nous avons sur ces évaluations montre qu'on a des volailles qui sont en très bonnes conditions d'élevage dans tous les systèmes à partir du moment où l'éleveur respecte un certain nombre de choses. Et pour mémoire, un éleveur, son principal métier, c'est quand même de s'occuper des animaux et donc du bien-être de ces animaux. On le dit pas assez souvent, donc c'est quand même leur préoccupation tous les jours quand ils vont dans les poulaillers pour s'occuper de leurs animaux. Donc 2 outils pour essayer de suivre tout ce qui se fait dans la profession et de pouvoir le montrer à l'extérieur. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Du coup, je suis allée trop vite. Excusez-moi. Voilà. 2 autres engagements majeurs. Horizon 2025, 100% une alimentation animale qui sera 100% durable avec 0 déforestation. Dans ce cadre-là, toute la profession côté nutrition animale s'est engagée à rentrer dans la démarche Duralim, qui est mise en place par les fabricants d'aliments
et qui vise justement à ne plus avoir de soja importé, notamment, qui amène de la déforestation. Donc il y aura un traçage de cet approvisionnement pour vérifier cet élément. Et en parallèle, on est très actif dans le plan protéines français pour essayer finalement d'offrir aux volailles d'autres sources de protéines que le soja importé. Il y a des gros travaux qui sont faits en ce moment en recherche dans ce cadre-là et qui commencent à porter leurs fruits. Donc, d'année en année, on arrive à offrir d'autres sources de protéines à nos volailles. L'autre engagement, qui est le 5e, il est fondamental, et ça, c'est un élément sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que la filière volaille française a fait et continue à faire un effort extraordinaire pour diminuer l'utilisation des antibiotiques. On aura diminué leur utilisation de 60% en 2025. Sur l'année 2020, les chiffres ne sont pas encore sortis, mais on les connaît. Je ne peux pas les annoncer, mais il y aura encore une baisse très importante de l'utilisation des antibiotiques cette année dans la filière volaille. Donc, c'est un effort permanent qui est fait par la filière. Et cet élément, il est majeur parce qu'on est vraiment là avec un différentiel très important pour la santé des consommateurs par rapport notamment à tous les produits importés qui ne respectent absolument pas ce travail, enfin, qui n'ont pas mis en place ce travail de réduction des antibiotiques. Donc ça, c'est le 5e engagement. Et le dernier, en fait, c'est le challenge, c'est de continuer, c'est de faire tout ça, finalement, en maintenant des exploitations à taille humaine, avec des éleveurs qui vont tous les jours dans leur poulailler pour s'occuper de leurs volailles et qui vont passer du temps, justement, à s'assurer qu'elles sont élevées dans de bonnes conditions. Et de ne pas rentrer dans un système, comme on a pu le voir dans d'autres pays du monde, dit industriel. D'une certaine façon, on peut dire que du côté des attentes sociétales, la filière volaille a pu sembler en retard à une époque. On peut peut-être penser que maintenant, ce retard est une avance. Donc, il faut qu'on reste dans des systèmes à échelle humaine, et si on veut conjuguer en fait les attentes sociétales et la compétitivité. Voilà pour ces éléments. Je passe la parole à Jean-Michel pour la conclusion. Donc déjà, remercier l'ensemble des intervenants pour leur présentation, qui ont été vraiment très claires et très synthétiques. Donc le message qu'on voulait vous donner aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on est une filière qui bouge, qui a envie, avec des particularités fortes. On a une diversité vraiment très forte d'espèces. On a une diversité énorme de modèles d'élevage, ce qui est quand même unique au niveau de l'élevage de volailles en règle générale. Également vous montrer que dans cette diversité-là, on a essayé d'intégrer les attentes du citoyen, mais que la réponse que nous on peut donner n'est qu'une réponse au consommateur. Nous, il faut que derrière, il y ait quelqu'un qui achète notre produit. Et c'est la seule réponse qu'on peut avoir. On a créé donc ce modèle atypique français. Tel ou tel modèle d'élevage, on va le développer en fonction de l'achat des consommateurs. On a un modèle d'élevage qui repose sur des exploitations familiales. C'est un éleveur qui travaille avec sa famille. Et quel est le contexte dans lequel on évolue? On évolue dans un contexte où, on vous l'a montré sur les PowerPoint, il y a des vraies fermes-usines qui sont en concurrence avec nous. On évolue aujourd'hui dans un marché où un poulet sur 2 est importé, avec un différentiel de prix, je reviens sur ce qu'a dit Anne, qui est très fort. Le poulet label coûte 2 fois plus cher qu'un poulet standard français. Le poulet bio coûte 3 fois plus cher qu'un poulet standard français. Et le poulet standard d'importation coûte 2 fois moins cher que notre poulet standard. Et en même temps, vu que la réponse, on doit l'apporter au consommateur, regardez bien la réponse que le consommateur donne. On a une tendance lourde qui est, on consomme de moins en moins de produits pour se faire la cuisine, c'est-à-dire on a tendance à aller moins au supermarché pour acheter des produits pour se faire la cuisine, et c'est là où nous on est fort et présent, où l'origine France est présente, et on a une consommation, vous l'avez vu en restauration hors domicile, qui augmente de 5,5-6% par an. On va de plus en plus consommer un produit service, une livraison à domicile, un produit transformé. On se fait faire la cuisine. Prenez votre quotidien de la semaine. On prend le temps de faire la cuisine le week-end, mais le reste du temps, à midi, on mange dans un restaurant d'entreprise, on mange dans une cantine scolaire, on mange rapidement à midi, un sandwich, quoi que ce soit, et le soir, rebelote. Et cette évolution de la manière de consommer, et avec ce que vous a dit Gilles Hudepin, 6 à 7 euros par jour, en fait, ça favorise les importations de volailles. Voilà, on est à 1 200 000 tonnes de volailles importées.
la filière qui importe le plus en volume en viande, c'est notre filière française. C'est énormissime. Et plus on va vers le produit-service, plus en fait ça tire ces importations de volailles importées. Donc pour rapidement finir là-dessus, on voulait vous montrer qu'on est une filière vraiment de bonne volonté, mais qu'on a développé pas mal de choses, hein, une diversité très forte, qu'on a un consommateur aujourd'hui à laquelle on tente d'apporter une réponse avec des bâtiments où on s'oriente vers de la lumière naturelle, avec du plein air. Mais actuellement, il faut être très clair, sur la production plein air, on est plutôt en stabilité d'achat. Donc c'est ce qu'on dit au pouvoir public ou aux citoyens, c'est que la filière plein air, si le citoyen l'achète, on la développe. Si le consommateur l'achète, on la développe. Mais là, actuellement, on est plutôt en stabilité d'achat. Donc, on est en stabilité de production. Donc, nous, l'enjeu majeur qu'on cherche, c'est à développer l'étiquetage sur l'ensemble des segments de consommation. Parce que, étant donné que sur l'étiquetage d'origine obligatoire en grande distribution, c'est fait, c'est présent, tout le monde joue à peu près le jeu, mais qu'on a un développement fort de la restauration hors domicile, parce qu'un poulet sur 2 importé, c'est également un poulet sur 2 consommé en restauration hors domicile quasiment aujourd'hui. Probablement que dans quelques années, le poulet consommé en restauration hors domicile va être plus important que le poulet vendu en grande distribution. Voilà les orientations actuelles. Donc nous, ce qu'on demande, ce qu'on a déjà demandé et qu'il faut que ça aille vite, il faut qu'on obtienne l'étiquetage dans la restauration hors domicile. Alors c'est en cours, mais il faut que ça aille plus vite. Et l'étiquetage qu'on va obtenir va être que partiel, hein, parce qu'il va concerner que la viande crue. Et il faut absolument qu'au niveau européen, les choses bougent, parce que c'est de la réglementation européenne dont on parle en fait. Hein. Il faut également qu'on obtienne l'obligation d'étiquetage pour en RHD sur tous les produits transformés. Parce qu'il y a énormément d'importations sur cette partie-là du marché, produits transformés, et il faut absolument que la réglementation évolue là-dessus. Voilà le message qu'on voulait vous faire passer. Un dernier quand même, oui. Le plan de relance. Hein. Notre objectif à nous, la filière, je disais, c'est l'étiquetage. Pourquoi ? Parce que nous, on veut produire pour le consommateur français. Aujourd'hui, il n'y a qu'un poulet sur 2 qui est consommé par un Français sur un poulet français. L'objectif, c'est de faire du 100%, c'est de tirer vers un poulet français pour un consommateur français. Donc, on a une filière qui a énormément besoin d'investir parce que l'élément déterminant dans notre filière, c'est le poulailler, c'est le bâtiment. C'est ça qui détermine le coût de production et la réponse aux consommateurs. Donc, on est une filière qui avons déjà beaucoup investi. Enfin, vous voyez les chiffres qui sont là. Et on a également besoin d'investir énormément. On a calculé que notre besoin d'investissement par an, c'est du 600 millions d'euros. Et vous voyez les chiffres, principalement dans la filière élevage, pour pouvoir rénover nos bâtiments, en construire des nouveaux, les faire dans l'air du temps avec de la lumière naturelle, et également développer, si le consommateur est prêt à en acheter, encore évidemment nos filières plein air. Donc voilà le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Et maintenant, vous remercier également d'être là ce matin parce qu'on est dans un contexte sanitaire un peu compliqué. Voilà, on pensait que ça allait être un peu plus simple à partir de juillet, mais ça s'est recompliqué pour la rentrée. Donc merci d'être là et d'avoir fait le déplacement. Pour ceux qui sont venus en physique, et merci également pour ceux qui sont en visio et qui nous écoutent depuis maintenant un petit peu de temps. Donc maintenant, place aux questions et à l'échange avec vous. Oui, Benoît Julien, bonjour. Je profite que j'ai le micro pour poser 2 questions d'ordre différent. Premièrement, est-ce que vous avez une idée de la part de marché des produits importés sur les 3 circuits, c'est-à-dire la consommation à domicile, les produits industriels et la restauration, puisque c'est un peu différent. Et deuxième question, comme ça je rends le micro après. En revanche, les exportations sur les 7 mois, les exportations de volailles ont nettement plus diminué que les importations. D'où cela vient-il? Merci. Alors, premièrement, oui, on a à peu près les niveaux d'importation. Grosso modo, aujourd'hui, la grande distribution joue plutôt le jeu. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près seulement 10% des importations en France qui vont à la grande distribution. Ensuite, on a actuellement une reconversion de la restauration commerciale hors domicile qui plutôt revient de plus en plus sur du français. Donc, vous voyez ces grandes chaînes qui ont.
Celles où c'est une pénétration à 70 voire 80%, c'est 2 circuits. La restauration collective, parce qu'il y a le blocage du prix du repas par jour, et notamment la restauration sociale. Et la deuxième, c'est les produits agroalimentaires intermédiaires, c'est-à-dire ces produits qui sont importés pour fabriquer d'autres produits, du jambon, des plats cuisinés et tout. Et c'est pour ça que Jean-Michel Schaeffer a insisté tout à l'heure. Nous demandons, et nous avons demandé au ministre la semaine dernière, et nous redemandons à Bruxelles, l'identification. Il n'y a pas que le cru, mais pour toutes les viandes. Moi, je n'ai pas de problème que nos amis du porc et du bovin fassent ça. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi une baisse des exportations? Pour 2 raisons. La première raison, c'est souvent des problèmes de parité euro, dollar, réal avec le brésilien, mais c'est surtout l'effondrement de la filière doux qui a eu lieu dans l'année 2019. Je vous rappelle que doux, c'était à peu près entre 3 et 4 millions de poulets semaine qui étaient exportés. Aujourd'hui, on est plus sur une base de 1,7 million à travers France Poultry et Yearbraise. Voilà. Juste, regardez l'effet Covid. Dès que les gens ont fait plus la cuisine, ils sont allés en grande distribution, hop, on retrouve du français. Dès que la RHD réouvre, hop, le français diminue et c'est l'importation. Voilà, c'est... Alors, j'ai pas désinfecté, hein, je suis désolé. Gérard Lepuil pour l'humanité.fr. Moi, je voulais savoir, dans les 45% de volailles ou de viande de volaille importée, est-ce qu'il y a 2 ou 3 pays européens spécifiquement qui exportent plus que les autres en France? Et est-ce que c'est la même chose pour les pays tiers? Et question subsidiaire, il y a un certain nombre d'années, il y avait eu un accord avec des pays tiers sur les volailles dites saumurées, c'est-à-dire avec un ajout de sel et une baisse des tarifs douaniers. Est-ce que ce système perdure encore aujourd'hui? Alors, vos questions sont tout à fait très professionnelles. Et c'est très bien. Voilà. Oui, il y a 3 pays. 2-3 pays. Premier, la Pologne. Deuxième pays, la Hollande, voire la Belgique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la Hollande, voire la Belgique par rapport à nos productions? Parce qu'ils ont la chance d'avoir les ports de Rotterdam, d'Amsterdam et d'Anvers. Et ça, donc, c'est des pays où le Brésil arrive, et après, ça, nous, sur nos statistiques douanières, ça vient du Brésil, ça vient de Hollande ou de Belgique par rapport à ça. Deuxième. Et puis le troisième, c'est l'Ukraine. Hein. Donc l'Ukraine a bien joué le jeu. Et ces fameux, alors on va rentrer dans un détail un peu technique, mais je pense que les consommateurs et les consommatrices aussi que vous êtes, vous allez comprendre. Sur un poulet, vous avez ce qu'on appelle les filets avec ce qu'on appelle le coffre. Vous savez, le coffre de poulet. Ben, les Ukrainiens, ils ont trouvé que dans les réglementations douanières, il n'y avait pas de ligne pour le coffre de poulet. Donc ils ont exporté du coffre de poulet, c'est-à-dire avec la première partie de l'os dessus. Vous voyez bien un coffre dans un poulet. Ils l'ont envoyé où? Ils l'ont envoyé dans des propres centres de découpe qu'ils ont achetés en Hollande, en Slovénie, en Slovaquie. Ils ont ce qu'on appelle levé les filets, et là, ils réestampillent Union européenne. On l'a dit au ministre, on a dit attendez, arrêtez. Moi, je prends un exemple, on exporte de la France vers la Pologne, je prends un exemple, on travaille en Pologne, on marque les filets de poulet origine Pologne. C'est anormal, mais c'est aujourd'hui la législation. Dernier point, sur les viandes salées, oui, ça existe toujours, les réglementations. Vous savez que c'est les fameux accords de l'OMC, de Doha, je crois que c'est Doha, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Doha, où une préparation salée poivrée, c'est-à-dire les Brésiliens mettent un peu de sel, un peu de poivre dessus, c'est passé comme, sur du cru, hein, ça passait comme préparation de viande. Ça arrive congelé en Europe, vous lavez le filet à l'eau, le sel, le poivre, pas. Et vous avez du filet de poulet sans sel, sans poivre, qui revient cru. Bonjour, Olivia Detroya du Figaro. Est-ce que vous pouvez nous préciser depuis quand vous avez lancé cette stratégie de reconquête des parts de marché? J'ai l'impression que ça fait plusieurs années et qu'on ne voit pas grand-chose avancer. Et surtout, quel serait un objectif raisonnable de gain de part de marché à horizon 2025? Je vois qu'on est autour de 40%. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Merci.
grosso modo, alors je m'excuse pour mes collègues, c'est moi qui réponds, mais je suis plus à la partie aval. Grosso modo, on s'est donné un pourcentage, reconquérir 5% par an. Donc 5% de 45%, ça fait 2,5%. 5% sur 5 ans, c'est-à-dire on sait bien qu'on n'arrivera pas. Donc ça, c'est le premier objectif. Par contre, on peut le faire qu'à condition... Pardon? Si. Alors, pour le moment, on est parti, mais ça va être très difficile pour 2 raisons. La première, c'est quels vont être les gains de productivité parce qu'en même temps qu'il faut reconquérir, il faut aussi surveiller le prix et puis répondre au bien-être des animaux et aux réponses sociétales. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, mais on a un petit chemin, mais on va le prendre. Mais on est tous très solidaires pour faire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 5% sur 45%, à peu près 2,5% par an de l'ensemble de la production, de la consommation française. Premier point. Deuxième point, avoir de l'accessibilité citoyenne. C'est quoi? Il faut arrêter de vouloir monter une association de défense dès qu'on monte un poulailler de 40 000 poulets, quoi, ou 2 fois 20 000 poulets. Et c'est le cas actuellement. C'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne l'acceptent pas. Les consommateurs sont demandeurs, c'est souvent les mêmes. Voilà, c'est la même chose que les éoliennes ou les parcs. Et ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose aussi, il va falloir, mais ça c'est un autre débat, que sur on accepte aussi d'avoir moins de charges que les Polonais ou les Roumains ou les Hollandais sur des activités de viande. Mais c'est un autre débat. Oui, bonjour, Vincent Guillot de la France Agricole. Compte tenu de tout ce qui a été dit ce matin, est-ce que la filière volaille de chair française, au-delà j'allais dire, des contraintes d'équilibre matière, a toujours vocation à exporter? On a vu qu'il y a eu une baisse des exportations sur la première période de l'année, mais malgré tout, si je ne dis pas de bêtises, on a davantage percé en Arabie Saoudite, notamment sur le premier semestre, si je ne me trompe pas. Est-ce que la filière française, malgré tout, compte tenu de ce qui a été dit, a toujours volonté à exporter? C'est tout simple, en Arabie Saoudite, vous savez qui c'est? C'est le propriétaire des abattoirs en France. Donc c'est le propriétaire qui exporte dans son propre pays. Donc c'est pour ça qu'on fait de la conquête. Après, sur le reste, non. On a peut-être à l'exportation de spécialités, oui. Je pense au label, pintade, canard, oui, là on a une vraie vocation. Mais sur le poulet, non. C'est ce que je voulais rajouter. Moi, je voudrais quand même pas que vous repartiez avec l'idée que la filière volaille est en difficulté structurelle définitivement et que tout est perdu. Donc moi, je suis d'un tempérament optimiste et pour répondre à la question concernant le plan de filière et les objectifs que l'on a, au niveau du label, on a l'ambition d'augmenter de 15%. Alors c'est vrai que je vous ai dit en début de réunion que aujourd'hui, c'est difficile compte tenu du pouvoir d'achat ou du vouloir d'achat qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Mais en tout cas, on garde cet objectif-là. En bio, on a l'espoir de doubler la production. Donc on restera quand même sur des petits volumes. Hein. Le bio, c'est 2% de la production française. Et pour ce qui est du label rouge, on accompagne ce mouvement, en tout cas avec un programme européen de communication qui a existé depuis 3 ans avec d'autres viandes. Et on a l'ambition de continuer un programme de communication sur les 3 ans qui viennent avec un accompagnement, un financement européen en complément, ce qui nous permettra à la fois de communiquer sur le pays France et aussi sur certains pays d'Europe du Nord, notamment, qui sont assez friands de nos productions. Donc voilà, on baisse pas les bras, on a l'intention de continuer de se battre pour faire valoir toutes les qualités de nos volailles. Alors bien sûr, je parle pour la volaille fermière, mais aussi pour les autres volailles. Non, juste pour aller dans le sens des propos d'Éric, et puis notre ambition, on l'a dit tout à l'heure, c'est reconquérir notre marché à hauteur de 1% par an. Là où on a perdu pied, on vous l'a expliqué tout au long de la matinée, c'est sur le secteur de la RHD, et là, il faut qu'on soit, je dirais, conquérant sur ce créneau-là. Quels sont nos leviers? On l'a dit, on se répète, hein, mais quels sont nos leviers? Ben, je dirais que c'est aucune distorsion par rapport aux produits, entre les produits que l'on produit, entre notre production et puis entre les produits qu'on importe. Hein, ça,
Ça va mieux en le disant, hein, on ne doit pas accepter de distorsion. Les pouvoirs publics ne doivent pas accepter de distorsion. Or, les coffres ukrainiens, c'est de la distorsion. Hein. Et qui plus est, quand on l'a dénoncé pour faire suite aux propos de Gilles, quand on l'a dénoncé, tout le monde s'est dit « Ah oui, c'est pas bien ce qu'ils font, etc. » On va finir par rentrer en discussion avec l'Ukraine. On s'y brille combien, Gilles? 50. Voilà. 70 000 tonnes. Voilà. Pour mettre fin à ce dossier des coffres qui arrivaient, c'était une réelle distorsion. La fin de discussion, c'est autoriser l'Ukraine à exporter 70 000 tonnes de plus sur notre continent. Voilà la fin de la discussion. Voilà la fin de la discussion. Les autres leviers, après, très rapidement, on l'a parlé, c'est l'étiquetage d'origine, hein, à tout niveau, dans tous les secteurs de consommation. Et puis le dernier levier, Eric en fait allusion, je dirais, pour la partie label, c'est toute la communication volaille française que l'on peut faire et tous les efforts que l'on peut faire. Je serais tenté de passer la parole à Yann rapidement. Tous les efforts que l'on peut faire, des programmes européens en label, mais pas que. Hein, on va donner la parole à Yann pour faire que, on explique aux gens que consommer français, etc., c'est des emplois, c'est de la sécurité sanitaire, c'est ceci, c'est cela, etc. C'est aussi notre job au niveau de l'interprofession avec les comités espèces et on va dans ce sens-là. 2 mots, Yann, sur la partie dinde en particulier et la partie canard. Oui, comme Jean-Yves vous l'a précisé et comme Eric l'a aussi précisé, en complément pour essayer de relancer cette machine et d'atteindre nos objectifs, on a lancé plusieurs programmes de communication, donc un en label plutôt sur le côté export, et il y en a un autre aussi en France, tout au long de l'année via la PVF, notre association de promotion de la volaille française, qui fait des différentes campagnes, notamment en direction de la RHD, puisqu'on vous l'a dit, c'est notre marché principal et c'est notre cible, hein, c'est là où on a le plus d'imports. Et en complément, on a aussi gagné sur la partie dinde un programme européen de promotion de la viande de dinde, de la viande de volaille et de la dinde en particulier, qui s'est lancé un petit peu en décalage du fait de la crise de la Covid aussi, hein, donc qui ne s'est lancé qu'au début de l'été, mais qui se prolongera tout au long de l'année 2021. Avec un budget assez conséquent. Et pour revenir sur les problématiques canards, on essaye autant que faire se peut aussi, grâce à notre association de la promotion de la volaille française, tel que ça a été fait là cet été et notamment aussi en cours, si vous l'entendez en ce moment, quelques campagnes radio qui soutiennent la diversité de nos espèces, qui soutiennent toutes nos spécificités, et de dire qu'il n'y a pas que du poulet cette fois-ci, mais il y a aussi toutes l'autre espèces type pintade, caille, pigeon et canard à consommer, avec en plus une campagne de stick on pack dans les GMS qui ont joué le jeu avec les opérateurs. Voilà. Donc on communique assez régulièrement et on essaie de faire valoir tous nos atouts. Oui, bonjour, Elsa Casalegno du magazine Que Choisir, donc, pour les consommateurs. Bon, vous avez répondu à mes questions sur le levier principal en fait qui est bien la RHD finalement, où là le rôle du consommateur il est compliqué. Enfin, je ne vois pas comment les consommateurs peuvent s'exprimer face à l'importance du coût. Et il me reste quelques petites questions sur qu'est-ce que a donné le développement du pictogramme bien-être animal qui avait été avec les parcours arborés mis en place avec Carrefour, je crois. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a un impact sur les ventes? J'aurais une autre question aussi sur est-ce que vous comptez exploiter Agribalise, qui est le nouveau score environnemental? Alors sur l'étiquetage bien-être animal, oui, peut-être que j'enlève ça, ça va être plus facile. Donc vous citez Carrefour. En fait, cette démarche a été initiée par Casino et CIWF. Donc aujourd'hui, en effet, les autres distributeurs ont rejoint une association qui s'appelle l'AEBEA, Association pour l'étiquetage du bien-être animal. Et ça, c'est côté distribution. Donc c'est surtout la grande distribution qui est aujourd'hui concernée par cet étiquetage. Et côté production, donc aujourd'hui, une grande partie du monde du label, donc Sud-Ouest, Loué, etc., sont partis sur cette orientation d'étiquetage du bien-être animal. Et
on ne peut pas dire que ça dope les ventes, mais en tout cas, c'est de nature à répondre à une attente qui était exprimée et qui était relayée par les distributeurs, une attente des consommateurs qui était exprimée et relayée par les distributeurs qui aujourd'hui sont en train de l'imposer à tous leurs fournisseurs, au moins pour ce qui est du label. Mais donc sa vocation, et Carrefour est parti là-dessus notamment, sa vocation a aussi à s'élargir à une valorisation de ce qui est fait en matière de bien-être animal. Alors en effet, c'est plus facile peut-être pour les filières label et bio, mais aujourd'hui, il y a des réponses qui sont apportées par par des filières en standard qui ont la vocation à avoir la note C pour peut-être ensuite tendre vers la note B. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des réponses et l'intérêt de cette démarche-là, en tout cas moi je le perçois comme tel, c'est de mettre en évidence tout ce qui est fait en matière de bien-être animal, mais au travers d'un cahier des charges qui objective le bien-être animal, puisque c'est un cahier des charges avec 230 critères et un contrôle externe qui est réalisé. Donc je sais que ça suscite des réactions, que ça ne fait pas l'unanimité. Voilà, ça a été mis en place à un moment donné et de toute façon certains ont subi et donc on accompagne le mouvement. Ça n'a pas été initié par le monde du label, ça a été initié par une ONG et un distributeur. Les autres distributeurs y sont allés et aujourd'hui on n'a plus d'autre choix que d'accompagner ce mouvement-là. Mais moi j'essaye de positiver en considérant que c'est une information objective donnée aux consommateurs. Donc voilà, après à lui de choisir. Alors, dire que ça a dopé les ventes, je suis incapable de vous répondre aujourd'hui. En tout cas, je pense que ça apporte quelque part une information objective aux consommateurs. Pour Agribalise, peut-être. Sur le consommateur ne peut rien faire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. En GMS, c'est à peu près clair, puisqu'il y a l'origine. Moi, je ne comprends. On l'a dit aussi au ministère. Il y a une simple question qui pourrait être posée dans les appels d'offres. Indiquer l'origine de la viande. Et non pas Union européenne, indiquer l'origine. Ce n'est pas anti-européen. Hein. Ce n'est pas contre l'Europe, puisque l'Europe. Après, vous faites choix. Or, il y a beaucoup de consommateurs qui sont aussi membres de commissions pour des choix. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous allez acheter un sandwich le midi avec au poulet, je ne vois pas pourquoi on ne marquerait pas l'origine du poulet. Si on met bien la composition, la farine, sandwich, poulet, France. Et non pas Union européenne, parce que je rappelle que quand on met Union européenne, c'est ce que j'ai dit, hein, l'Ukraine, ça vient, c'est rebaptisé Union européenne et ça repart. Donc ça, le consommateur, je pense, peut le faire. On peut pousser ça. Il peut le demander, mais les professionnels, est-ce qu'ils vont mettre tous les boulangers vous avez raison, ça c'est un autre débat, je suis d'accord avec vous. Là, c'est pas tant entre les mains des consommateurs que des professionnels de la restauration. Je suis d'accord, mais je pense que si un... D'où l'intérêt de le rendre obligatoire. Ouais, obligatoire. Oui, oui. Et oui. Agribalise, c'est un sujet qu'on travaille à l'heure actuelle. Alors, on n'a pas de réponse précise à vous donner aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est travaillé en interne sur la filière et puis sur lequel on va revenir. Alors, moi, je voulais sur le dossier environnement. Alors, je voulais juste rajouter deux éléments complémentaires. Alors, le premier, pour tous les journalistes, quand on importe en France de la viande, on n'importe pas de porc français, en fait. On importe principalement, comme ça a été dit, c'est Rotterdam, et secondairement Anvers. C'est pour ça que c'est hollandais ou belge, souvent quand ça rentre chez nous. Les grands ports d'importation ne sont pas en France, sont hors de la France. Et c'est là que ça rentre chez nous. Après, on voit qu'il y a des journalistes comme l'Humanité qui ont une grande expertise d'histoire de la filière. Quand on parle des coffres et des volailles saumurées, qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'à l'époque, il y a des accords de libre-échange qui ont été signés par l'Union européenne avec l'Amérique latine ou avec l'Ukraine. Et alors, il y a des éléments très indigestes. C'est que quand vous négociez, vous avez des lignes tarifaires. On met des droits de douane. Je sais pas, le filet, les pâtes, les cuisses, les escalopes et ainsi de suite, avec des droits de douane. Et en fait, il y a des lignes sur lesquelles la Commission européenne, des fois, n'avait pas mis de droits de douane. Parce qu'ils pensaient que ce seraient des produits qui ne seraient pas concernés au niveau de la volaille. Et la volaille saumurée, c'est quoi? L'Europe, à l'époque, n'avait pas mis de droits de douane parce qu'ils se sont dit volaille saumurée, ça n'existera pas. Et en fait, les Brésiliens ont trouvé le moyen de contourner en mettant 1% de sel sur le produit, ce qui leur a permis de doubler, en fait, leurs exportations de poulet sur l'Union européenne par rapport à l'accord qui avait été signé dès le départ. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Rétropédalage. L'Europe, quand ils ont vu que ça rentrait, ils ont renégocié en mettant un droit de douane dessus, sauf que vu qu'il faut l'accord du pays avec lequel vous signez,
eh ben, ils ont accepté de mettre un droit de douane dessus, mais en doublant les volumes. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'on apporte... C'est ça également qui a contribué au fait qu'on apporte énormément de viande de volaille en Union européenne. Avec l'Ukraine, il s'est passé pareil il y a 4-5 ans. En fait, il y a des droits de douane qui ont été mis sur les différents morceaux de volaille qu'on allait importer. Et puis, il y avait une catégorie qui s'appelle « Autre découpe ». Celle-là, l'Europe n'a pas mis de droits de douane dessus. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Ukrainiens? Ils n'ont pas découpé ni des cuisses ni des filets. Ils ont découpé grossièrement pour que ça ne rentre pas dans la catégorie où il y avait un droit de douane cuisse ou escalope ou je ne sais pas trop quoi. Ils l'ont découpé pour que ça rentre en autre parce qu'il n'y avait pas de droit de douane et comme ça leur a permis d'exporter beaucoup plus de volailles chez nous. Donc l'Union européenne, quand sur notre interpellation, parce qu'on est monté au créneau très fort, on a harcelé tout le monde, du coup l'Europe est réintervenue pour mettre un droit de douane, mais il s'est passé la même chose qu'avec le Brésil 20 ans après en fait, c'est que l'Ukraine a dit, bon ok, on accepte un droit de douane, hein, mais plus sur le volume initial. On en veut plus. Donc l'Union européenne, en fait, pour vendre le droit de douane aux Ukrainiens, a dû accepter des importations supplémentaires, ces fameux 70 000 tonnes en plus. Donc, il y a différents accords de libre-échange qui ont été signés qui font qu'aujourd'hui, on est en volume la viande la plus importée, quoi. Voilà. Des éléments complémentaires d'information. Oui. Pardon, Oui, j'avais bonjour. juste une petite question subsidiaire. Sur le soja, vous dites que d'ici 2025, vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait plus de soja importé. Vous allez faire... Non. Et il viendra d'où ce soja donc? Il peut venir du Brésil ou d'ailleurs, mais il y aura une traçabilité qui prouvera que ce soja n'est pas du soja qui vient de zones qui viennent d'être déforestées. C'est ça le principe. Oui, c'est-à-dire qu'on arrête, si vous voulez, le système. C'est-à-dire qu'on arrête le système qui fait qu'on déforeste toujours plus. OK ? Oui, le problème, c'est que c'est toujours le problème des vases communicants avec ce soja qui vient de zones non déforestées. Mais... Alors, on travaille en parallèle sur le plan protéines, mais on s'aperçoit, malgré tous nos efforts, parce que franchement, on a beaucoup travaillé avec la filière des protéagineux, qu'on n'arrivera pas à avoir assez de protéines européennes pour nourrir les volailles européennes à court terme. Voilà. Grosso modo, il est produit à peu près 340 millions de tonnes. Je vous fais 340 millions de tonnes de graines de soja dans le monde aujourd'hui, dont 130 millions au Brésil. En Europe, il est produit aujourd'hui moins de 2 millions de tonnes. Le premier, c'est l'Italie, 1 million de tonnes. Le deuxième, c'est la France, 500 000 tonnes. Et après, vous avez la Roumanie et tout, 300. Allez, 2 millions et demi de tonnes. Mais quand vous prenez la consommation des volailles, des porcs, des bovins dans le monde entier, c'est beaucoup plus important. Donc ce qu'on a dit, c'est déforestation. Mais je vous rassure quand même globalement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais l'utilisation de soja déforesté aujourd'hui par la France dans nos importations est relativement faible. Est relativement faible parce qu'aujourd'hui, on a même des primes parce que ça ne vient pas de zones déforestées où on paie plus cher le soja. Mais grosso modo, alors COP de France ou le SNIA, vous le confirmerez, mais c'est vraiment quelque chose qui a déjà été travaillé. Et puis dernier point quand même qu'il faut aborder, c'est qu'en 10 ans, la consommation de soja par poulet, elle a baissé entre 25 et 30%. Hein. Depuis 10 ans, on utilise de moins en moins. Alors pourquoi? Comment on les a remplacés? Par des protéagineux, des pois et ainsi de suite. Sauf que vous savez qu'il y a certains protéagineux avec des inflatoxines qui ne sont pas assimilables directement par les animaux. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Yannick Groux d'Agrapresse. Vous demandez l'accélération de la mise en place de l'étiquetage de l'origine en RHD. Effectivement, c'est un sujet qui dure depuis longtemps. Je me souviens, ça a été énoncé au SPACE l'année dernière. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est politique, c'est juridique, c'est au niveau européen? Petit complément sur ça, est-ce que vous avez vu, il y a eu un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne début octobre sur les systèmes d'étiquetage, donc pas pour la viande, mais pour la viande et le lait. Voilà, qui dit que dorénavant, il faudra justifier ce genre de mesures. Est-ce que c'est de nature à décaler encore, justement, retarder la mise en place du décret? En fait, on a eu une conjonction de textes qui sont arrivés en même temps et qui ont été en confrontation. On devait avoir un décret
qui devait paraître finalement au mois de septembre, qui rendait obligatoire l'indication de l'origine des viandes pour les produits frais qui étaient vendus donc dans la restauration hors domicile. Or, en parallèle, il se trouve que nos députés et sénateurs, nos parlementaires, ont publié une loi dans laquelle ils ont proposé qu'on rende obligatoire aussi ces mentions. Et les deux textes sont arrivés en confrontation. Il y avait un décret qui avait été notifié à Bruxelles et qui était en cours de retour de Bruxelles. La loi est parue. Du coup, la loi a généré un nouveau décret qui disait la même chose, mais comme c'était une loi française, il fallait que ça monte d'abord en Conseil d'État et que ça soit ensuite notifié à Bruxelles. Donc les deux se sont confrontés et au final, on se retrouve avec un nouveau décret qui a été vu par le Conseil d'État qui va remonter à Bruxelles et du coup ça retarde la parution de cette partie donc en janvier. Voilà, on est sur c'est un schmilblick juridique en fait. Voilà. Mais en revanche, le problème de fond, il reste. C'est-à-dire que ce que vous dites reste. C'est-à-dire que nous, on se bat au niveau européen parce qu'il y a de plus en plus d'Européens qui veulent savoir d'où viennent leurs produits, les produits qu'ils mangent. Que ce soit, on ne dit pas qu'on ne veut pas des produits importés, on dit juste qu'on veut que les gens sachent de quel pays ça vient. C'est pas du tout pareil. Hein. Voilà. Sur l'arrêt que vous évoquez, en fait, c'est la première expérimentation qui était en cours et qui concernait la GMS sur les produits élaborés et transformés. C'est un peu ce que évoquait Gilles, c'est ce qu'on voudrait aussi étendre sur le décret RHD. Celui-là, on l'a vu, effectivement, l'arrêt est assez particulier. En tout cas, il donne raison, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause la décision d'indication de l'ingrédient primaire que sont le lait, la viande, etc., sur les produits élaborés, avec cette notion aussi, comme vous l'avez précisé, d'apport particulier qui justifie d'eux. La réflexion est encore en cours de la manière dont on va justifier tout ça. Mais... Et le combat continue pour l'étendre aux produits élaborés. Marie-Josée Cougar, Les Échos. Vous avez dit vouloir reconquérir le marché à hauteur de 1% par an. Je voulais savoir si, dans l'idée, si cette reconquête doit se passer par le développement de la production standard et à quel pourcentage, quel serait le pourcentage de production standard qui serait l'idéal dans le total produit en France. Et je vais finir parce que mes questions sont toutes, elles vont les unes avec les autres sur le même sujet. Est-ce qu'avec les nouveaux bâtiments d'élevage, vous pensez pouvoir réduire le coût de production? Parce qu'au total, vous vous heurtez toujours à cette question. Attendez, on n'a aucun souci pour répondre aux consommateurs. Éric Cachant, le président du CNEAF, l'a dit. Si demain, le consommateur il est prêt, il veut du label, on mettra du label. Je vous ai expliqué par rapport au pouvoir d'achat. Donc ça va être du standard. On va donc essayer de faire, et c'est ce que l'ensemble de la profession essaie de faire du standard qui se rapproche de plus en plus des attentes sociétales. Mais j'ai dit au ministre, et je le répète, le temps agricole n'est pas le temps de la société ou des médias. Et donc on y va 5% par 5%. Oui, donc ça, oui, on va essayer. Est-ce qu'on va arriver au prix? On va, à chaque fois, on fait des gains de compétitivité. Est-ce que vous pensez reconquérir le marché en développant le standard? Parce que ce qui a fait que la production, que les importations se sont développées en France, c'est bien les importations de qualité standard. Oui. Donc, la stratégie d'un groupe comme LDC, c'est de faire du poulet standard. Donc ma question porte sur les ambitions dans ce domaine. Je rappelle que... Et si on continue, quand je vous entends, je trouve que j'ai toujours l'impression que vous êtes quand même un peu schizophrène, parce que vous voulez répondre aux attentes du consommateur, aux attentes du citoyen, mais vous faites bien la différence entre les attentes du citoyen et les attentes du consommateur. On a tous bien compris ça. Donc au total, s'il s'agit d'économie de marché, de reconquête de marché, c'est bien aux consommateurs qu'il faut répondre et peut-être un peu moins écouter le citoyen. Ou est-ce que c'est vraiment, on ne va pas sortir de cette... Vous avez raison, Madame Cougar, mais c'est toujours un peu compliqué de répondre à ces questions-là. Aujourd'hui, vous prenez, il y a 10 ans, les préoccupations du consommateur.
les préoccupations du consommateur n'étaient pas les mêmes, du citoyen n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans? On a ouvert des poulaillers à la lumière naturelle, on a baissé les densités, on a baissé la consommation, on a amélioré, on a mis des perchoirs, on met des petites choses. Donc, et est-ce qu'on a augmenté pour ça le prix? Non, en proportion, je pense qu'en euros constants, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on a plutôt baissé comme toute la production agricole. Donc ça, c'est le premier point. Donc on va y aller comme en voile, 5% par 5%. On va tourner petit à petit. Mais c'est pour ça que je dis que le temps agricole n'est pas du tout. Il va nous falloir 5 ans, 10 ans, 15 ans. On ne peut pas décrester ça en 8 jours ou en 15 jours. Donc c'est pour ça que oui, on veut qu'on reconquérir. Ce qui nous y aiderait, on n'est pas schizophrène, mais ce qui nous aiderait à la reconquête, c'est quand même d'indiquer l'origine. Alors sur le cru aujourd'hui, en GMS c'est fait, en RHD on le demande, mais aussi sur le produit élaboré, voire de deuxième, voire de troisième transformation. C'est ça qu'on demande, parce que ça va nous aider. Après, si le consommateur, il veut acheter du poulet d'origine ukrainienne, c'est son choix. Et là, je respecte toujours mon client. Question. Est-ce que vous allez développer la production de poulet standard pour reconquérir le marché, pour reconquérir surtout la RHD? Oui. Ok. Et quel est le pourcentage auquel vous voulez parvenir? C'est 66% aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 66%. Si la reconquête, c'est à peu près 2% par an du volume total, c'est donc de 66, ça va faire aller 2 à 3% par an sur le poulet standard de plus. Mais avec les éleveurs qui vont arrêter, voilà l'idée. Mais si on met 2% par an pendant 5 ans, ça va faire 10%. De 65, on arrivera à 75. Mais après... Moi, je pense que l'équilibre... Après, est-ce que le consommateur... Là, c'est l'indépendance alimentaire. Parce que là, on va arriver sur un autre sujet qui est l'indépendance alimentaire. On l'a vu. Est-ce qu'on veut de l'indépendance alimentaire en France, oui ou non? Et ça, pour moi, c'est un débat politique avec un grand P, hein, au sens où les Grecs l'entendaient, de l'administration de la cité, c'est-à-dire, la question doit dire, est-ce qu'on veut une autonomie? Je n'ai pas dit une indépendance, j'ai dit une autonomie alimentaire, oui ou non? Et ça, c'est une grande question. Et aujourd'hui, personne n'a la réponse. Alors, moi, là où je suis un peu mal à l'aise, c'est vous donner des chiffres précis, parce que, en fait, moi, je dis notre responsabilité à nous, c'est d'offrir un choix aux consommateurs. Ce qu'on vous a montré, c'est que la particularité de la filière française, c'est vraiment d'avoir offert un choix très large, quoi. On a du standard plus, de la volaille plein air, en label, en bio, ce qui d'ailleurs n'existe pas vraiment ailleurs, quoi. Après, une fois que le consommateur, on lui propose ce choix, bon, après, nous, on va rentrer dans le sillon du choix qu'il fait. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est ce que je disais. En volaille plein air, on est plutôt dans une stabilité des volumes, hein, d'achat, parce que le produit est cher, parce qu'il est en rapport qualité-prix. Mais non, il n'est pas cher, mais il faut faire la cuisine. Ouais, tout dépend de la cuisine qu'on est prêt à faire, en fait. Et aujourd'hui, le consommateur, c'est vrai, il cherche du poulet standard. Donc, c'est vrai que le développement va probablement s'orienter sur la production standard, mais avec une volonté d'intégrer de la lumière naturelle dans les bâtiments, enfin de faire évoluer également nos bâtiments, parce que c'est ce que je disais avant, notre facteur de compétitivité essentiel, c'est le poulailler pour l'éleveur. Donc, si on fait des choix que dès qu'on construit des bâtiments, on met de la lumière naturelle, ce genre de choses, c'est des choses qu'on arrive à gérer. Par contre, il nous faut du temps, parce que c'est à chaque fois sur des nouveaux, ou ça va être à chaque fois qu'on va rénover un bâtiment. Mais en tout cas, la volonté, elle est là, quoi. Et après, il y a continuer à dénoncer les importations qui ne sont pas bonnes, parce que on parlait du poulet standard français, mais le poulet standard français, il répond à un standard qui n'a rien à voir avec celui qu'on importe, hein. C'est une qualité sanitaire, organoleptique, qui n'a rien à voir avec le poulet ukrainien ou brésilien, hein. D'ailleurs, Gilles en avait parlé. Quand l'Europe a fait pour une fois des vrais contrôles physiques, c'est-à-dire d'analyse sur les conteneurs qui venaient du Brésil, c'était affligeant. C'était affligeant. Notamment salmonelle. Alors les antibiotiques, ils n'avaient pas regardé, mais les salmonelles, c'était affligeant. Et c'est vrai que ça, par contre, et nous, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette production-là rentre notamment dans les produits transformés en restauration hors domicile, qui est le marché qui est en croissance parce qu'il est demandé par le consommateur.
Donc c'est là où c'est complètement la contradiction la plus totale, quoi. Donc nous on avance, lumière naturelle, ce genre de choses, on va le faire sur les bâtiments au fur et à mesure, donc ça va prendre du temps. On va répondre aux besoins du consommateur qui se rend de plus en plus, c'est vrai, vers du standard. Toujours être là avec notre diversité d'offres qu'on développera en fonction des demandes, et après avancer sur l'étiquetage. Avancer sur l'étiquetage. On fait un peu le pari qu'une maman dans une école, par exemple, si elle a la possibilité de Ça va? un poulet, elle va peut-être demander que le poulet soit plutôt français. Et là, aujourd'hui, on peut mettre Ah oui, merde. l'information d'une maman ou un papa d'ailleurs. On est d'accord. On est d'accord. Non, mais je pense qu'il faut prendre en compte l'idée qu'on travaille sur plusieurs axes. On n'a pas une réponse toute faite à la problématique qui est posée. Donc Yann a parlé de toute la communication qui est mise en place. Hier soir, on a travaillé sur des réponses à apporter au pouvoir public qui nous demandent aujourd'hui quels sont nos besoins dans le cadre du plan de relance. En effet, on va essayer d'accompagner tantôt la mise en place de fenêtres, tantôt les perchoirs, tantôt les bétons, etc. Tout ce qui va dans le sens de la biosécurité ou du bien-être animal. Donc à la fois en volaille standard et en volaille label, donc l'indication de l'origine, etc. Tous ces éléments-là, de mon point de vue en tout cas, nous permettent d'être en tout cas positifs, optimistes peut-être pour l'avenir. Et puis on compte aussi sur vous pour porter la bonne parole auprès des consommateurs, auprès des citoyens, leur démontrer que ce qu'on dit, on le dit avec conviction. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais on est éleveurs, on est 3 éleveurs là, ou abatteurs, on est tous passionnés par notre métier. On a l'impression d'être en capacité, en label par exemple, si demain les consommateurs nous disent qu'il faut faire plus 10%, on a les bâtiments pour ça. On peut accélérer un peu les rotations. Aujourd'hui, on est sur une croissance de 2% par an. Cette année, on va finir comme ça. L'effet Covid nous a aidé un petit peu. J'espère que ça a amené les consommateurs à recuisiner, à s'apercevoir que finalement faire cuire un poulet label, c'est pas si compliqué. Il suffit de le mettre au four pendant qu'on va faire le footing ou à la messe, quoi. Donc c'est pas compliqué et ça coûte pas cher, quoi. Voilà. En tout cas, on y croit. Frédéric Arluère du magazine Linéaire. Je voulais savoir quel était le risque de résurgence de la grippe aviaire. On sait qu'il y a des cas qui apparaissent en Europe de l'Est. Est-ce que c'est inquiétant de quelle nature vous estimez? En fait, on a remis toute la filière en vigilance maximale là depuis quelques jours, puisque en effet, il y a eu des cas en Russie et compte tenu des migrations des oiseaux, il y a des risques sur l'Europe pour cet hiver. Donc on s'est mis en vigilance maximale, c'est la seule chose qu'on puisse faire, hein. Rappeler les mesures de biosécurité et bien dire à tout éleveur ou tout opérateur que dès qu'il voit un cas suspect, il prévienne son vétérinaire. Enfin, on a remis en place toutes les mesures de biosécurité classiques. Voilà. Ah non, il n'y a pas de cas pour l'instant. Non. Et pour l'instant, le niveau d'alerte reste le même. Ah oui, on est au niveau d'alerte. Normal. Elle est en coordination permanente avec la DGAL, les services vétos, et on a différents niveaux de sécurité qu'on relève à chaque fois que... Mais pour l'instant, on est au niveau le plus bas, mais on a alerté les gens pour que vraiment ils fassent attention. L'idée, c'est ça. Malheureusement, les procédures sont en place, puisqu'on a vécu quand même plusieurs années difficiles. On a une expertise des virus mutants sur notre filière, vous voyez. Voilà. Oui, bonjour. Juste pour le dire clairement sur la baisse des importations que vous évoquez, vous dites c'est atypique, mais est-ce que vraiment on peut l'attribuer clairement à la chute, à l'arrêt de la restauration hors domicile pendant le Covid, cette baisse des importations? Clairement, non mais c'est vraiment le motif principal. Oui, pour là. Ensuite, il y a eu des problèmes techniques. C'était un simple exemple, un petit détail. Les chauffeurs polonais qui venaient amener de la volaille, mais ça a été le cas pour d'autres, hein, quand ils retournaient en Pologne, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de mars, il fallait qu'ils soient 14 jours en quarantaine. Donc, ce qui fait que d'un seul coup, tout le monde a arrêté d'exporter. Bon, voilà. Ça, c'était après, il y a eu en Hollande, et tout le monde ne savait pas, il y a eu des chauffeurs, il y a eu des entreprises de transport. Donc, on a bien vu que d'un seul coup, ça a fait un grand trou.
Bon, voilà, voilà les 2-3 explications qu'il y a eu. Alors on a dit qu'on veut progresser, on a dit qu'on voulait progresser dans la part de la volaille française. Bon, maintenant, on a quand même réussi à bloquer la part d'importation qui augmente. Ça, vous l'avez vu quand même, hein. Donc ça, on a réussi à bloquer. Tac, maintenant on bloque, et puis maintenant on essaye de relancer avec du français. Et juste une autre question, vous n'avez pas parlé beaucoup de l'ECC, alors qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui se mobilisent, de transformateurs aussi. Et du coup, je me pose la question, est-ce que les investissements que vous envisagez, qui sont actuellement en cours, suffisent à répondre à la demande de la grande distribution pour ces produits ECC? Oui. Oui, alors sur le poulet ECC, alors la démarche qu'a pris la filière, c'était de dire, nous, on est dans le développement s'il y a une demande du consommateur de ce type de filière. Par contre, il faut en accepter son surcoût. Donc nous, on a fait un travail d'évaluation du surcoût. Donc pour un poulet entier, être en ECC, c'est un surcoût de 30% sur le coût de production du prix du poulet. Mais vu que les gens achètent de plus en plus en découpe, notamment les filets, donc on a également évalué le surcoût sur le filet. Et sur le filet, on est à 60% de surcoût en poulet ECC pour l'enseigne de la grande distribution si on lui vend le produit. Donc nous, on a dit, on est prêt à y aller. Par contre, le produit va coûter plus cher et il faudra faire accepter aux consommateurs qui payent le poulet plus cher, bien évidemment. Voilà. J'ai juste un besoin de précision de chiffres. Vous avez parlé d'une baisse de la production de 0,5%. Vous l'expliquez comment, cette baisse de la production? C'est en 2019 non, au cours des 7... alors les 7 premiers mois, notamment par la baisse de production des canards et des pintades aussi qu'on a mis, c'est-à-dire des produits secondaires qui ont baissé. Il y a eu un petit peu de poulet export qui a été mis en baisse parce que les Saoudiens ne savaient pas s'ils prenaient pas et tout. Vous savez qu'au début, il y a eu toute une polémique qui n'avait pas lieu d'être sur dire est-ce que les produits ne l'ont pas, est-ce que voilà, vous savez, on est parti. Et donc ça a freiné la production, donc l'exportation, ça a freiné la production de canards, la production de pintade. Vu que c'est toute volaille, c'est principalement le canard à rôtir, la pintade, un peu pigeon-caille, c'est un peu plus anecdotique. Mais tout ça est vraiment tombé avec la fermeture de la restauration au domicile et ça explique la légère baisse globale sur la volaille, quoi. Et puis un peu de prudence les premières semaines, les premiers mois de Covid, là, les questions de transport, de travail dans les abattoirs, etc., je dirais, font que les opérateurs ont été prudents. Voilà. Écoutez, merci d'être venu. Merci d'avoir accordé beaucoup d'attention à notre conférence de presse. Et merci de nous aider aussi à passer des messages aux consommateurs, parce qu'on en a tous besoin.